On se remet dans le moment politique un petit peu, on se remet dans le zeitgeist des médias mainstream, des propos complètement éclatés au sol sur la gauche et les dernières polémiques et tous ces trucs-là. Moi, je propose qu'on regarde cette interview de Bompard, comme ça on se remet dans le bain un petit peu. Affaire Epstein, budget municipal et tout, Bompard va donner un petit peu les positions de LFI. On va écouter tout ça, les gens, let's go. Et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes le coordinateur de la France Insoumise, le patron quoi. Et vous êtes également député La France Insoumise des Bouches-du-Rhône. Nombreuses questions à vous poser sur l'état de la France, le budget qui a finalement été adopté malgré vos motions de censure. Mais une question d'abord sur les réquisitions à l'encontre de Marine Le Pen hier. Une peine de 5 ans d'inéligibilité, 4 ans d'emprisonnement, dont 3 avec sursis. La possibilité d'aménager la partie ferme sous bracelet électronique, 100 000 € d'amende. Voilà ce qui a été réclamé hier par le parquet général. À l'époque de la première condamnation, Jean-Luc Mélenchon avait déclaré que la décision de destituer un élu devait revenir au peuple, sous-entendu pas au juge. Le dites-vous encore aujourd'hui? Ce que nous La décision de destituer, mais c'est pas du tout ça le terme destituer, quoi. disions à l'époque du procès en première lecture, en quelque sorte, en première instance, pardon, première lecture c'est pour les textes, c'est que une décision aussi grave que celle qui consiste à déclarer une potentielle candidate à l'élection présidentielle inéligible, de notre point de vue, ne pouvait pas être prise sans que l'ensemble des voies de recours judiciaire puissent être invoquées. Là, en l'occurrence, Madame Le Pen a eu quand même la possibilité d'avoir un procès en appel qui se tient avant l'élection présidentielle. Si elle n'est pas satisfaite des modalités du jugement, elle a le pouvoir de se pourvoir en cassation, comme on dit. On sait d'ores et déjà, en tout cas c'est des informations qu'on a eues, que cette éventuelle instruction en cassation aurait lieu aussi avant l'élection présidentielle. Juste avant, à 2 mois. C'est vrai, vous avez raison. Mais voilà, il me semble que du point de vue de ce qu'on pouvait, en quelque sorte, être sur les éléments sur lesquels on pouvait être prudent après le jugement en première instance, nécessitant la possibilité d'un recours, il me semble que Madame Le Pen, d'un certain point de vue, peut être rassurée du fait qu'elle a eu le droit à ces différentes voies de recours. Vous estimez que la justice, là, ne prend pas la place du peuple? Bien sûr. Mais en fait, pourquoi les gens, pourquoi ces propagandistes le présentent comme ça? Enfin, je sais pourquoi ils le font, mais c'est quand même incroyable de prendre les gens pour des cons à ce stade-là. Genre, la justice applique ce qui est dans les textes de loi. Il y a plein de problèmes avec la justice. Il y a plein de façons parfois où la loi est appliquée de façon pas ouf, etc. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est on a choisi collectivement, en tout cas c'est censé être ça le fonctionnement d'une démocratie, c'est les lois sont telles qu'elles sont parce qu'on a démocratiquement décidé qu'elles seraient comme ça. Donc actuellement, c'est par l'élection de représentants qui eux-mêmes écrivent les lois, l'Assemblée. Il y a 18 000 problèmes avec ce processus, mais c'est ça l'esprit d'une loi. C'est la loi et la volonté du peuple. Donc le propos comme quoi, est-ce que ça devrait pas être la volonté du peuple de choisir si des élus peuvent se présenter ou pas? Pourquoi laisser ce pouvoir-là à des juges? Mais c'est littéralement de la désinformation sur ce qu'est la loi et sur ce que c'est censé représenter la loi, en fait. Ça n'a aucun sens de le présenter comme ça. Ne prend pas la place du peuple. Est-ce que la justice ne prend pas la place du peuple? Mais du coup, s'il y a un problème avec cette loi qui dit que les élus ne devraient pas pouvoir se présenter s'ils sont condamnés pour certains faits, et il peut y avoir même des peines de inéligibilité appliquées immédiatement. Si ça doit changer, du coup on change la loi. Mais on va pas blâmer la justice, le système de justice d'appliquer les lois actuelles, ça n'a aucun sens. Et moi, en l'occurrence, je suis pour que les élus soient inéligibles, même avec... moi j'ai un avis clair là-dessus, c'est l'application immédiate de la peine d'inéligibilité, je suis OK avec parce que elle est censée être prononcée quand il y a des risques de récidive immédiate qui pourraient causer des problèmes pour le pays. Et là, en l'occurrence, le Front National étant un parti qui a détourné genre 4 millions d'argent public de façon complètement illégale. Et je pense que la plupart des gens n'expliquent pas vraiment quel est le vrai problème fondamental avec ce détournement d'argent. C'est que du coup, le RN s'est octroyé un énorme avantage électoral, d'accord? En faisant cette fraude à l'argent public, en détournant cet argent qui n'est pas censé servir à financer leurs activités de parti et leurs opérations politiques, etc. C'était censé rémunérer des gens au Parlement européen. En détournant l'argent, ils ont donc obtenu un énorme avantage sur d'autres partis
qui ne faisait pas ce détournement, d'accord ? Et donc pour cette raison-là, ça biaise la démocratie. Donc en fait, c'est un énorme problème démocratique que le RN ait volé notre argent, en fait. L'argent public, c'est notre argent, c'est l'argent que vous, moi, on paye en impôts. Ils aient détourné cet argent-là pour avoir un avantage par rapport à d'autres partis dans l'élection. Genre, c'est un scandale absolu. Et je sais pas, enfin, la façon dont la presse whitewash ce truc, fait genre c'est pas si important, ils font genre c'est trop compliqué à comprendre, c'est des magouilles, ou alors ils laissent entendre que tous les partis feraient ça, et que c'est un truc complètement normal, et c'est absurde de critiquer que le RN pour ça, ou je ne sais quoi. Il y a une opération de normalisation du fait que le RN vole de l'argent public. Et en plus, oui, il y a eu enrichissement personnel de plein de personnes du RN avec cette affaire, bref. Ils se sont des menteurs sur absolument toute leur ligne de défense, le RN, et ils mentent très très mal en plus, parce qu'on a les preuves, on a les documents, on a 18 000 éléments là-dessus. Mediapart a tout sorti, il n'y a qu'à lire les détails de ce qu'ils ont sorti là-dessus, ce qu'à mon avis très peu de personnes ont fait, et surtout même dans les plateaux télé, c'est jamais rappelé en détail. Mais bref, tout ça pour dire que l'idée que ça serait une injustice ou que ce serait un problème que Le Pen soit déclaré inéligible, moi je suis en désaccord avec le tweet de Mélenchon. Le premier tweet de Mélenchon, je suis pas du tout d'accord avec ce que Mélenchon a raconté, hein, désolé les gens. Moi je suis pour que l'inéligibilité soit appliquée directement. Pourquoi ? Parce qu'il y a un risque que Marine Le Pen et son parti de fraudeurs continuent à nous voler de l'argent à nous pour avantager leur parti de nazis, leur parti de fascistes. Et donc il faut qu'ils soient inéligibles tout de suite, hein, pour moi. Hein. Même avant leur appel. Mais du coup là, il y a eu l'appel, et là donc on parle plus du tweet initial de Mélenchon et de ces positions-là, parce qu'on est à l'étape d'après. Là, Maintenant, ils sont coupables, et maintenant, ils ont plus leur argument de non, il faut pas qu'on ait l'application immédiate de l'inéligibilité, c'est injuste. On n'est plus sur cet argument-là maintenant. ne prend pas la place du peuple. Bah, bien sûr que quand vous avez une peine... BBT, rappelez-vous le traitement médiatique quand LFI était seulement accusé de faits comme ça. Là, ils sont coupables. Ouais, voilà. Le double standard médiatique est juste complètement fou. Oui, parce qu'en plus, l'inéligibilité était motivée par le fait qu'ils ne reconnaissaient aucun tort et donc ne se rendaient pas compte de la gravité des faits. Et donc, dans leur inconscience, ils pourraient recommencer, donc inéligibilité immédiate. Voilà, exactement. Enfin, la justice avait totalement motivé sa décision de faire l'inéligibilité immédiate, et j'étais complètement d'accord avec leur argumentaire. C'était juste logique, en fait. C'était valide et conforme à la loi française, qui est normalement l'émanation de la volonté populaire. Donc, mettre en opposition... En fait, là, Opulent de Malherbe a juste repris l'argumentaire du FN, en fait. C'est ça qu'ils font, les médias mainstream. Ils reprennent leur argumentaire en disant c'est le peuple, c'est pas le gouvernement des juges qui doit trancher, c'est le peuple, c'est le peuple. C'est littéralement un des 14 points du fascisme d'Umberto Eco. Hein. Appel au peuple qui serait au-dessus des lois, etc. Appel à la volonté populaire pour contourner le système légal et l'état de droit. Bonjour, pour info, t'as plus de viewers que Clémentine Autain qui est en direct sur YouTube, lol. On la rassure sur Twitter, on la rassure sur tous les réseaux. Hein. On va continuer de le faire. D'inéligibilité, ça empêche une candidate ou un candidat à une élection de pouvoir se présenter. Et moi, je préfère toujours que ça soit le peuple qui dise son dernier mot. Mais là, en l'occurrence, on parle quand même de faits qui sont des faits extrêmement graves. On parle de détournements qui se chiffrent à 4 millions d'euros. C'est des sommes qui sont des sommes considérables. Moi, je suis très attaché au fait que les voies de recours puissent être engagées. Et là, il me semble que les voies de recours ont été engagées. Les voies de recours engagées. La question de l'inéligibilité avec une application immédiate, ce qu'on appelle exécution provisoire. Est-ce que vous considérez, au-delà de la question de Marine Le Pen, qu'il ne faut pas que ça existe ? C'est-à-dire, est-ce que vous considérez que cet outil, qui en effet fait que certains politiques pourraient ne pas pouvoir se présenter de manière immédiate, malgré un appel ou un pourvoi en cassation, est-ce que ça, vous considérez qu'il faut moi, je trouve supprimer des textes ? Ça mérite débat, parce que je sais que l'exécution provisoire, elle est parfois mise en place sur certaines peines dans lesquelles on considère que même si y a une possibilité de faire un appel, c'est dangereux pour la société que la personne puisse rester en liberté. Voilà. Mais il faut toujours proportionner ce type d'éléments, parce que le principe de la justice, c'est qu'une fois qu'on a été jugé une fois, on doit pouvoir faire un appel. C'est comme ça qu'on peut être sûr à la fin, en quelque sorte, que la décision judiciaire, elle s'appuie, elle a été prise par des personnes différentes. C'est quelque chose de très important. Donc moi, je trouve que la question de l'exécution provisoire, elle doit être vraiment réduite à des cas très particuliers, qui sont des cas où il y a une gravité... danger imminent. Il me semble. En tout cas, je trouve que ça mérite vraiment débat. Mais là, en l'occurrence, je fais remarquer quand même que Madame Le Pen et le Rassemblement national a beaucoup critiqué la décision, y compris dans des termes qui étaient vraiment des termes extrêmement agressifs et violents après le jugement en première instance.
À l'époque, il disait c'est scandaleux qu'il y ait eu l'exécution provisoire, mais là, en l'occurrence, puisqu'il y a le jugement en appel, je considère que leur argument, si vous voulez, il est tombé. Cet argument-là, pour vous, est tombé. Oui, Emmanuel c'est Bompard, vrai. le Premier ministre, Sébastien Lecornu, s'adressant à vous et au RN d'ailleurs, a dit « Vous aurez devant l'histoire à en répondre à propos du fait que vous avez tenté de ne pas faire aboutir ce budget. L'avez-vous seulement lu ?» Quoi? Vous devrez en répondre devant l'histoire d'avoir essayé d'empêcher un budget de droite horrible, austéritaire, supprimant plein de postes de fonction publique. Vous allez, bah oui, du coup, ils vont en répondre et ils vont gagner les prochaines élections. Oh, j'en peux plus. Oh, les macronistes. Ce budget vous a même demandé Sébastien Ah oui, je Lecornu. l'ai lu, moi. Moi, je l'ai lu. Et donc, je sais que dans ce budget, il y a, par exemple, 4000 postes d'enseignants qui sont supprimés. J'ai lu ce budget, donc je sais qu'il y a 3000 postes de surveillants qui sont supprimés. J'ai lu ce budget, donc je sais que, par exemple, on va supprimer les aides pour le logement pour les étudiants étrangers. J'ai lu ce budget, donc je sais, par exemple, qu'à l'intérieur, on va supprimer un crédit d'impôt pour les personnes âgées quand elles Oui, mais Manuel Bompard, les cartes vitales des Français seront instantanément brûlées si on ne vote pas de budget, en fait. Vous ne comprenez pas. ont besoin de faire des travaux, vous savez, pour pouvoir rester à domicile, quand on a besoin d'adapter sa douche, par exemple, parce qu'on commence à être âgé et qu'on a un problème pour Les utiliser sa salle sauterelles de bain. s'abattront Vous voyez, sur moi, j'ai lu l'État. ce budget, que je sais que, par exemple, on va y retirer la prime de Noël pour une partie des personnes qui sont allocataires du RSA. Et contrairement à ce que dit le gouvernement, qui dit que c'est pas vrai, eh ben, regardez dans les textes et regardez Le gouvernement dit que c'est pas vrai, en fait. Attention. Le gouvernement dit que, vous êtes d'extrême gauche. Qu'est-ce que vous répondez à ça, monsieur Bompard? pour les amendements. Et dites-moi pourquoi le montant qui est alloué à la prime de Noël pour les allocataires du RSA a bien été diminué par 2. Vous voyez, moi je l'ai lu, peut-être, je sais pas si monsieur Lecornu... Le gouvernement dit que c'est faux. Le gouvernement dit que tout ce que vous dites est faux tout le temps. Parce que vous êtes un menteur par définition. Et le gouvernement dit que vous êtes un terroriste aussi. Donc du coup, sécurité, venez l'emporter tout de suite. Mais moi je l'ai lu précisément. Et je sais que ce budget, il va faire beaucoup de mal pour notre pays. En fait, c'est vraiment ouf de... Enfin, moi honnêtement, de tous les 2 mandats macronistes, j'ai vécu dans un pays où 100% des médias mainstream sont purement inféodés à l'État. Vraiment, pour moi, il n'y a plus aucune distinction entre les médias mainstream privés comme BFM, etc., et les médias d'État dans l'Union soviétique qui faisaient la propagande officielle du régime. Genre, on est dans cette méta depuis 9 ans, les gens, mais ça ne change pas en fait, c'est toujours... Mais le gouvernement vous répond ça, mais du coup, c'est juste réitérer les éléments de langage macronistes ou les éléments de langage PS, puisque bon, globalement, PS et macroniste, c'est la même chose. C'est littéralement à chaque fois des représentants du gouvernement de droite qui sont en face de... Ils se disent journalistes, mais c'est faux en fait. C'est juste des propagandistes du statu quo et du gouvernement en place. Je l'ai lu aussi, pardon, je ne vais pas faire toute la liste, parce qu'il y a beaucoup de choses dans le budget. Mais allez-y. Mais... Alors que de base, le concept même d'être journaliste est censé être le quatrième pouvoir, être un contre-pouvoir à l'État, au gouvernement en place, aux forces du capital, etc. On est sur le rôle littéralement inverse. Hein. Ces gens ne sont pas des journalistes. Apolline de Malherbe n'est pas une journaliste. Mais je sais que contrairement à ce qu'a dit monsieur Lecornu, qui a menti sur ce sujet, le fonds vert, c'est-à-dire les fonds qui sont alloués aux collectivités locales pour des projets de transition écologique, ils baissent par rapport à l'année dernière. Et ce qu'on appelle les crédits alloués à la rénovation... Genre là, techniquement, la personne qui est en train d'avoir le rôle de journaliste sur le plateau, c'est Manuel Bompard. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein. Mais c'est ça presque tout le temps, en fait, sur ces genres de plateaux. C'est la gauche qui est présente sur le plateau, qui doit rappeler juste les faits basiques sur qu'est-ce que contient ce budget, parce que les gens qui se disent journalistes ne le font absolument jamais. Manuel Bompard est journaliste. Apolline de Malherbe est une militante de droite et Manuel Bompard est un journaliste. Transition écologique, ils baissent par rapport à l'année dernière. Et ce qu'on appelle les crédits alloués à la rénovation, ma prime rénov, le dispositif qui est alloué pour les gens qui organisent la rénovation thermique ou énergétique de leurs bâtiments, ils baissent par rapport à l'année dernière. Vous voyez, monsieur Lecornu, je sais pas, peut-être que lui il l'a bien lu, mais c'est plus grave s'il l'a bien lu parce que non seulement il l'a lu et après il a menti. Est-ce que vous estimez que le Parti Socialiste s'est fait avoir? Ah mais évidemment, écoutez, le Parti Socialiste, au mois de septembre, Madame de Malherbe, je vous invite à faire ce travail. Ouais, en fait c'est encore pire que ce que dit Bompard. Le Parti Socialiste n'est pas fait avoir. Le Parti Socialiste a négocié avec les macronistes un deal, et le deal, on est en train de le comprendre de plus en plus. Le deal, c'était que les macronistes ne mettent pas de candidats en opposition au PS dans certaines élections municipales. Donc en gros, que les macronistes cèdent du terrain au municipal au PS et fassent un accord secret
avec eux, et en échange, le PS ne censurait pas les macronistes. Genre, on a eu la confirmation, les gens, désolé, mais il y a eu l'article du Figaro, il y a eu l'article qu'on a lu ensemble l'autre jour, là. On rappelle quand même, on rappelle. Donc, c'est un macroniste qui a démissionné de la campagne de Rachida Dati. Il estime, Paul Hatt, voilà, patron du groupe Pour Paris au Conseil de la Capitale, il estime que tout est fait pour épargner Emmanuel Grégoire et faire perdre Rachida Dati en vue des élections municipales. Donc Emmanuel Grégoire, le candidat PS. Je démissionne et je dissous donc le groupe Pour Paris au Conseil de la Capitale. Je lance un signal d'alarme pour les Parisiens, notamment les Parisiens de droite. Je dénonce la gauchisation de la campagne Boursanel. J'ai conscience que ce choix est tardif, mais cela fait 6 ans que je suis lanceur d'alerte. Je sais que ma parole... bon, bref. Tout a été fait non seulement pour épargner Emmanuel Grégoire, mais aussi pour faire perdre Rachida Dati et la droite à Paris lorsque j'ai plaidé... Bon, c'est marrant que ça vienne d'une personne comme ça, mais genre... C'est en gros, les macronistes laissent le PS gagner à Paris et font pas une campagne à eux. Et c'est potentiellement aussi un accord qui comprend d'autres villes et tout. Enfin, c'est bon, on va arrêter d'être complètement naïf et d'élus et faire semblant que c'est pas ça. Mais bien sûr qu'il y a eu un accord entre le PS et les macronistes, évidemment. Pourquoi il y a eu 400 000 réunions entre les gens du PS et les macronistes pendant tout l'arc Le Cornu ils se sont mis d'accord, évidemment. Ils ont fait la fausse concession de la suspension de la réforme des retraites, qui est une immense arnaque, une fausse suspension. C'est juste un décalage de l'application. Et les macronistes ont fourni plein d'éléments de langage au PS pour que le PS, publiquement, puisse essayer de faire croire qu'ils ne censurent pas parce qu'ils ont gagné des trucs, alors que c'est pas du tout la vraie raison pour laquelle ils censurent pas. Mais bon, dans la position dans laquelle Bompard il est, je pense pas qu'il peut ouvertement affirmer ça. Peut-être qu'il pourrait se prendre des procès ou des trucs, parce que ça pourrait être complexe à prouver de façon complètement irréfutable. Bref, ça serait un peu... donc je pense que lui, il se contente de dire... il va se contenter de dire le PS s'est fait rouler dans la farine par les macronistes. Mais bon, tout le monde qui a suivi de près le truc sait que c'est pas... ils se sont fait arnaquer, d'accord? Et je pense que même l'argument ils ont peur d'une nouvelle élection, ils ont peur de repartir sur des législatives, je pense que même ça, c'est pas vraiment la vraie raison. Moi, je pense que BPT a raison. Je pense que la vraie raison, c'est vraiment un deal où le macronisme mourant accepte de redonner les clés dans un certain nombre de villes et dans un certain nombre de sièges, etc. au PS, en échange de la non-censure. Travail. Ils ont présenté leur contre-budget. Et forcément, au début d'une discussion budgétaire, quand vous présentez votre compte-budget, c'est une base de négociation. Il y avait 20 mesures qui concernaient soit des nouvelles recettes, soit des investissements. C'est pas incompatible après? Ouais, peut-être qu'il y a les deux éléments, mais je pense que c'est plus cet élément-là que le... Ouais, bon. D'ailleurs, les gens, les accords secrets PS-macronistes pourraient aussi comprendre des accords de circo dans les législatives. Encore une fois, si on veut vraiment analyser de près ces trucs-là, il va falloir regarder. En fait, il faudrait vraiment déployer des ressources, il faudrait que les gens aillent faire une analyse approfondie de toutes les listes municipales et de voir est-ce qu'il y a des trucs un peu suspects, genre des endroits où les macronistes auraient facilement gardé des sièges ou gardé un maire. Et là, comme par hasard, c'est une situation où le PS reprend le dessus et on ne sait pas trop pourquoi. Il faut aller voir dans le détail, les gens. Il faudrait faire une analyse poussée. Et puis après, dans les législatives, il faudra voir aussi quels seront les accords de circonscription. Et on verra. Mais à mon avis, on va avoir des trucs intéressants, quoi. Le Parti socialiste considéré utile. Est-ce que vous savez, Madame Noëlla, combien dans le budget de M. Le Cornu il y a parmi ces 20 mesures? Je vais vous répondre. Vous savez combien? 0. Voilà. Il y a donc 0. Ils n'ont obtenu aucune des mesures de leur contre-budget. Pas les mesures de nouvelles recettes ou d'investissements indispensables, type les transports en commun, la transition écologique, que eux considéraient comme étant la priorité. Ce budget, posez-leur la question. Moi, je suis pas parti socialiste, mais manifestement, ils avaient tellement peur que des élections législatives puissent avoir lieu qu'ils ont été prêts à tout accepter. Mais il y a des points sur lesquels ils sont extrêmement fiers d'avoir obtenu des choses. Un des derniers, c'est le repas à 1 euro pour les étudiants. Alors, vous savez, je veux dire 2 choses sur ça. D'abord, l'année dernière... C'est bien dans le budget, ça. Oui. Élément de langage malhonnête de la macrono PSiste. Gage, dans sa circo en 2024, n'avait ni LREM ni LR face à lui. Il a servi de proof of concept pour le reste du parti à l'époque. Mulch, par 0. Est-ce que vous voulez dire aucune? Soit ils sont d'accord, soit ils ont peur des élections, soit il y a un deal caché, soit les 3. Attendez, c'est bien dans le budget, mais on va rentrer dans les détails. Parce que vous savez, dans le budget, il faut regarder, c'est comme les contrats d'assurance, il faut regarder un petit peu les astérisques. D'abord, c'est un texte... Les astérisques.
C'est une proposition qui a été votée l'année dernière à l'Assemblée nationale. À l'unanimité, il y a eu juste les macronistes qui se sont abstenus. Donc c'est un peu gonflé d'expliquer que maintenant, il faut remercier le gouvernement de mettre en place des choses. Le concept que Bompard vient de démontrer que 0 des 20 propositions centrales du contre-budget PS n'ont été obtenues, donc ils ont en fait rien gagné de ce qu'ils avaient prétendu vouloir négocier. Et juste après, tout ça est ignoré par Apolline de Malherbe, et elle répond, mais ils sont quand même très fiers de insérer mesures qui en fait étaient déjà votées par l'Assemblée, et donc il y a une arnaque complète. Mais on ignore la liste des 20 trucs non obtenus, ça du coup ça n'existe plus tout d'un coup. C'est de la folie, les gens. 1984 en permanence. Choses qui sont votées à l'Assemblée nationale. Mais surtout, moi, en tant que député, depuis qu'il y a eu cette annonce, je reçois des mails, des CROUS, qui disent « Attendez, on a un problème. C'est qu'il y a eu cette annonce qui a été faite, mais les moyens qui nous sont alloués sont en baisse par rapport à l'année précédente, donc on voit pas comment on va pouvoir la mettre en œuvre, cette mesure. » Donc en fait, on leur dit qu'ils auront ça, mais ils n'ont pas les sous Je qu'ils sais vont... pas comment ils vont faire, ou alors ils vont devoir couper ailleurs. Parce que les budgets de la vie étudiante, ils baissent. Donc vous voyez, c'est beaucoup d'entourloupes. Et moi, je pense que les entourloupes, ça suffit maintenant. Et que le Parti socialiste assume une très lourde responsabilité en maintenant le gouvernement au pouvoir, en laissant passer ce budget qui est, je crois, avoir donné un certain nombre d'éléments qui montrent à quel point il est problématique. Et puis en laissant un gouvernement en place qui met une politique, et une politique que l'on combat. D'ailleurs, j'ai vu que le PS avait fait un communiqué contre les suppressions de 4000 postes d'enseignants. Ah bah très bien, mais si vous êtes contre, il fallait censurer le gouvernement, c'est plus simple, ça évite que ça ait lieu. Voilà. Donc il va y avoir des élections municipales le 15 et le 22 mars, et ça va être aussi l'occasion de sanctionner toutes celles et ceux qui ont laissé passer ce budget. J'y viens au municipal dans un instant. Bien placé. Une question aussi sur les documents de l'affaire Epstein. Je reçois dans un peu plus d'une demi-heure sur BFM TV Jack Lang qui dit... What the fuck? Attends, ils vont recevoir les gens nommés dans les dossiers Epstein pour se défendre. Ah oui, j'ai oublié que en fait, tous les médias mainstream français sont pro-pédophilie et pro-pédocriminalité. En plus, on est d'accord, Jack Lang, c'est genre le gars où on sait qu'il est accusé d'être un pédophile depuis des décennies. Genre, tout le monde le sait, non? Enfin, Jack Lang, oui, j'ai vu qu'il y a eu d'autres médias qui l'ont invité. Donc ouais, il a fait une tournée des médias, en gros. Vous savez que si Epstein était encore en vie actuellement et que les dossiers sortaient mais qu'il était encore en vie, il serait invité dans tous les médias pour se défendre et pour diffuser ses éléments de langage. Détrompe-toi, elle a fait le taf. Ah ouais, il y a eu un peu d'opposition quand même avec Jack Lang. La révélation serait que Jack Lang ne soit pas cité dans le dossier Epstein, oui. Assumer les liens établis avec Jeffrey Epstein, lui-même et sa fille. Vous demandez une commission d'enquête ? Oui, je pense que c'est nécessaire. C'est une proposition que notre groupe a formulée. Je pense que le mieux, c'est qu'elle soit transpartisane. Donc nous, on propose à co-signature aux autres parlementaires, parce que les révélations, et notamment les dernières révélations, les documents qui ont été révélés, ils posent un certain nombre de questions qui sont des questions légitimes. D'abord, il y a un certain nombre de personnalités qui sont citées à l'intérieur. Alors moi, je suis pas juge, je suis pas procureur. Le seul pour lequel, alors il y a des millions, il y a des millions de documents, et donc effectivement, les enquêtes sont toujours en cours. Mais le seul, semble-t-il pour l'instant, qui ait reçu de l'argent et qui ait eu des liens aussi avérés, c'est Jack Lang. Les autres, c'est des noms qui sont cités, mais parfois même dans des articles. Mulch, j'ai pas compris ce qui a provoqué la sortie de ces dossiers sur Epstein maintenant, étant donné qu'il avait été déjà mis en cause il y a déjà longtemps. Les gens, ça fait des années que l'affaire Epstein est en train d'être genre discutée, investiguée. Il y a des infos qui sortent. Il y a eu plein de différentes étapes de ça. Il y a eu le Black Book de Epstein, les gens qui avaient pris son avion, les gens qui avaient visité Little St. James. Il y a eu son faux suicide où il a été suicidé de 17 balles dans le dos dans la prison de haute sécurité, pile poil quand les caméras étaient coupées, etc. en 2019. Après, il y a eu plein de rounds de révélations de documents récemment. Il y a eu les documents du Epstein Estate. Il y a eu la première phase de documents révélés par l'administration américaine. Maintenant, c'est le deuxième gros drop. C'est le dernier truc qu'on a eu avec les 3 millions de documents là. Pourquoi ça sort maintenant ? Parce qu'il y a eu le Epstein Files Act ou un truc comme ça qui a été voté par le Congress, par l'Assemblée nationale américaine, et tous les parlementaires américains ont voté en faveur du fait de sortir les Epstein Files qui étaient en possession des administrations, et ils l'ont sorti en cachant plein d'informations qui n'étaient pas censées cacher, en protégeant pas les victimes qui étaient censées être protégées dedans. C'est une farce totale la façon dont ils ont sorti les documents. On en a parlé plus tôt dans la semaine, le segment sera posté bientôt d'ailleurs.
Mais oui, il y a une loi qui a été votée pour dévoiler ces documents. C'est pour ça qu'ils sortent maintenant. Ils sont contraints de les sortir, en fait. C'est pas... J'entends plein de gens qui disent non, mais s'ils les sortent maintenant, c'est en fait, il y a un complot parce qu'ils veulent qu'on croit que c'est vrai. Mais en fait, enfin, je sais pas, vous avez des idées bizarres dessus, mais non, c'est normal. Enfin, tout le monde. Peut-être vous avez même pas suivi le truc Epstein, mais genre, tout le monde savait que ça allait sortir. Et d'ailleurs, ils ont pas sorti suffisamment de choses. L'idée, c'était de noyer les infos importantes sous plus de 3 millions de documents. On ne peut pas démontrer qu'il y a une volonté de faire ça. Par contre, on peut démontrer qu'il y a une volonté de protéger Trump, protéger tout un tas de personnes coupables dans le dossier Epstein qui ont littéralement trafiqué, violé et tué des enfants pendant des années, des décennies, tous en collaboration étroite, tous faisant partie d'une classe de giga-milliardaires et enfants. BPT, le pire, c'est qu'ils ont essayé de ne pas les sortir. Voilà, ça a été sorti. Il a fallu contraindre complètement les trucs à sortir par des lois. Et il y a eu des élus aux États-Unis qui se sont battus pendant des années pour qu'il y ait une contrainte à sortir les documents. Et oui, ils n'ont pas tout sorti. Et Trump veut absolument passer à autre chose le plus vite possible. Déjà, quand il y a quelques mois, il y avait les Epstein Files dans la presse, beaucoup. Il a littéralement bombardé le Venezuela et capturé Maduro avec des raisons d'impérialisme et de ressources naturelles, mais potentiellement aussi pour faire diversion. Et maintenant, il y a des journalistes qui posent des questions à Trump sur les Epstein Files et on l'a jamais vu aussi énervé et aussi violent verbalement que maintenant, il veut absolument pas qu'on parle de ça. Hein. Le fait de sortir ça pendant son mandat protège Trump. Il y a un conflit d'intérêts absolument gigantesque et on voit très bien dans la façon dont les Epstein Files sont sortis, les rédactions faites, etc. Bien sûr que ça profite à Trump et que normalement... Enfin, concrètement, s'ils avaient sorti tous les fichiers, on aurait vu des vidéos de Trump en train de violer des petites filles de 11 ans filmées en 4K. Enfin, les gens, on sait ce qu'ils faisaient sur l'île d'Epstein. On n'est pas complètement délus. Il y a un message de Epstein qui envoie à une personne qu'on ne connaît pas. J'ai bien aimé la vidéo de torture. Il y a des échanges où Epstein fait des blagues sur le fait qu'ils sont tous en faisant des blagues avec je sais plus quel autre giga riche. Enfin, tout ça est documenté, d'accord? On sait très bien ce qu'il faisait. Il y a eu beaucoup de documents. Sur les mails. Je pense qu'il faut qu'il y ait un travail. Rédaction veut pas dire ça en français, pardon. J'ai dit quoi? Remplacer rédaction par censure dans tout ce que j'ai dit, pardon. Il y a pire que ça. On en a parlé en détail, les gens. Il y a pire que tout ce que je viens de dire, oui. Much, est-ce que t'as vu le post raciste de Trump aujourd'hui? Bah, c'est quoi? C'est genre 100% de ses posts, non? Qui sont des posts racistes, je sais pas. Cette commission d'enquête doit pouvoir faire ce travail. Mais bien sûr, pour que la vérité puisse être faite. Et puis je rappelle quand même que il y a en quelque sorte deux volets. D'abord, il y a l'affaire sordide, ignoble de trafic de mineurs, de crimes sexuels. Et il y a donc des victimes. Et potentiellement des victimes en France. Et donc il est quand même légitime. Mais il y a des victimes connues en France. Enfin, on le sait. C'est même pas potentiellement, genre on le sait. En fait, ça a été tellement silencié par la presse, ce truc, que les gens sont même pas au courant de l'affaire, de ce que c'est l'affaire Epstein en France, en fait. C'est un truc de ouf. Pour rendre justice à ces éventuelles victimes. Jack Lang répondra tout à l'heure, mais il dit lui-même j'ai souvent vu Jeffrey Epstein accompagné, dit-il, de jolies femmes. Il dit elle n'avait pas l'air mineure, mais en effet, au minimum, il avait cette... et ça, c'était dans Paris. Donc il doit y avoir... lorsqu'il l'a vu à Paris. Donc c'est quand même la moindre des choses de rendre justice à des personnes qui ont été victimes. Et puis il y a un deuxième volet qui est évidemment pas de même nature, mais qui pose question aussi, qui est des noms qui sont cités, peut-être des risques d'ingérence étrangère dans des processus électoraux. Et ça aussi, on doit pouvoir faire une enquête sur ce sujet. Le financier américain est Jeffrey Epstein dirigeait un réseau de trafiquantes sexuelles chargé de recruter des mineurs pour satisfaire ses pulsions sexuelles. Son ami proche et associé Ghislaine Maxwell, qui est littéralement française, née en France, était la principale recruteuse et parfois complice de ces crimes. Le New York Times en 2019 a rapporté que Sarah Kellen, Leslie Groff, Adriana Ross et Nadia Marcinkova faisaient partie du système Epstein, ainsi que Hayley Robson, et a publié que les recruteurs auraient reçu l'ordre de cibler des jeunes femmes en situation de précarité financière et de leur promettre de l'aide pour poursuivre leurs études et leur carrière. Rina O est une autre recruteuse d'Epstein qui s'est adressée à la presse en 2021. Kellen, Groff, Ross et Marcinkova figuraient sur la liste des co-conspirateurs non inculpés dans l'accord de plaidoyer d'Acosta de 2007. Genre la justice américaine a protégé Epstein et tous leurs associés pendant des années avec des peines qui sont des immenses blagues alors que toutes les preuves étaient déjà connues. Dans une interview accordée à Sean Bryant, attendez, c'est qui? Le journaliste Nick Bryant a affirmé qu'Epstein faisait le trafic de filles de moins de 10 ans.
notamment en provenance de pays comme la Yougoslavie qui dans les années 90 étaient en proie à une guerre civile particulièrement brutale. Epstein dirigeait en réalité un véritable réseau au sein du lycée de Royal Palm Beach. D'après les témoignages des victimes recueillis par la police de Palm Beach, chaque adolescente recevait environ $200 si elle présentait une nouvelle amie à Epstein. Ce système s'est répandu dans tout l'établissement. Bien que Palm Beach soit réputé pour sa richesse, les villes environnantes sont moins prospères. Pour des jeunes filles issues de familles modestes, $200 représentait une somme considérable. Selon un rapport de police de Palm Beach, Epstein aurait un jour confié à une victime avoir acheté Marcinkova, alors âgée de 15 ans, à sa famille en Yougoslavie pour en faire son esclave sexuel. Enfin, il y a eu genre je sais pas combien de procès en fait, hein. Pas des démocrates, c'est tout, c'est pas des démocrates. Mais j'essaie de trouver les victimes françaises, parce qu'il y a des victimes françaises. Américaines, j'essaie de trouver. Je comprends pas pourquoi ça fait aussi peu de bruit en vrai, parce que le monde est dirigé par ces gens, le monde est dirigé par par la classe Epstein, des giga-milliardaires surpuissants qui sont capables de meurtres, qui sont capables de faire assassiner des gens, et donc il y a une omerta organisée par tout le système médiatique mainstream. Il est possible que la moitié des milliardaires possédeurs de centaines d'entreprises de médias actuellement soient allés régulièrement sur l'île d'Epstein des enfants. Donc, c'est toi le fameux Badmulch, c'est moi. Bonjour. Le nuage Epstein s'est arrêté à la frontière, ouais. Le jour où les Américains se rendront compte que républicains et démocrates ne sont que les deux faces de la même médaille, pire take du monde. Premier message dans le chat, t'es time out juste pour ça. Et encore, je devrais te ban. T'as combien de signatures pour l'instant pour les primaires? 2000. Jane Doe 15 contre la succession d'Epstein. Je voulais juste voir les victimes françaises. Voilà, vous avez un article là, tous les litiges légaux impliquant Jeffrey Epstein, de toutes ses victimes, tout ça est jamais discuté dans la presse. Jane Doe, c'est pour une personne anonyme dont le nom n'est pas révélé. Jane Doe contre Epstein 2008. Jane Doe versus les États-Unis d'Amérique 2014. Virginia Giuffre Epstein 2015, cette même personne contre Ghislaine Maxwell, une autre Jane Doe contre Epstein et Trump 2016, Sarah Ransom contre Epstein et Maxwell 2017, affaire de diffamation de Bradley Edwards, Maria Farmer contre Epstein et Maxwell, Jennifer Araoz, Caitlin Doe, Jane Doe, Teresa Helm, 5 femmes, Teresa Helm, Annie Farmer, Maria Farmer, Juliette Bryant et une femme non identifiée, ont poursuivi la succession d'Epstein, donc parce qu'Epstein est mort, donc voilà. La succession d'Epstein devant le tribunal de district fédéral Manhattan en novembre 2019, l'accusant de viol, de voie de fait, c'est une mauvaise traduction ça. Séquestration, enfin c'est des dizaines de personnes quoi. Non c'est ok, ah pardon c'est un terme légal que je connais pas. Voie de fait, c'est une notion de droit administratif, il s'agit d'une action de l'administration réalisée sans droit qui porte matériellement et illégalement une atteinte grave à une liberté fondamentale ou à un droit de propriété. D'accord, je ne connaissais pas. En janvier 2020, une plainte a été déposée contre Maxwell et Epstein, les accusant d'avoir recruté une jeune fille de 13 ans, étudiante en musique au Centre des Arts d'Interlochen en 1994 et de l'avoir soumise à des agressions sexuelles. La plainte indique que Jane Doe a été agressée sexuellement à plusieurs reprises par Epstein pendant 4 ans et que Maxwell a joué un rôle déterminé dans son recrutement et dans les agressions. 2020, Jane Doe contre la succession d'Epstein. En août 2020, 9 femmes, désignées sous le nom de Jane Doe, ont porté plainte contre Epstein pour agression sexuelle. Parmi les victimes présumées figure une fillette de 11 ans et une autre qui affirme avoir subi des agressions en 1975. Et tout ça, les gens, c'est des infos qu'on avait depuis des années avant la dernière sortie d'Epstein Files de 3 millions de documents qui apportent encore plus de dizaines de milliers, de centaines de milliards de preuves accablantes avec des photos, avec des mails, avec des genre. Mais avant tout ça, toutes les victimes avaient déjà parlé, avaient déjà attaqué en justice. Et c'est juste que y avait un système médiatique organisé pour taire la parole des victimes et pour protéger les agresseurs, en fait, comme d'habitude. Jane Doe contre la succession d'Epstein 2021. Une plainte au civil a été déposée en mars 2021 par une femme du comté Broward qui accusait Epstein et Maxwell de l'avoir fait venir en captivité après l'avoir violé à plusieurs reprises en Floride en 2008. C'est infini, la liste des crimes qu'ils ont fait est infinie. Et encore, ça, c'est les victimes qui ont survécu, qui sont restées en vie après avoir été séquestrées, enlevées, trafiquées pour être esclaves sexuels d'une micro-élite de gigamilliardaires sur une île privée. C'est la liste des gens qui ont survécu à ça. Et il y a tout un autre ensemble d'enfants, de petites filles qui ont été trafiquées, qui ont probablement été tuées sur l'île, puisque quand tu es capable de faire du trafic d'êtres humains, d'enfants, pour les
les torturer pour le fun, et bah surprise, surprise, t'es aussi capable de les tuer en fait, de les faire disparaître, et donc la meilleure façon c'est de les tuer comme ça, pas de témoins, hop, problème réglé. Donc ces gens ont très probablement commis des dizaines et des dizaines de meurtres, et pour le moment il n'y a aucune investigation. Il y avait même une trappe dans la section E d'une des maisons sur l'île qui donnait directement sur la mer. Ouais, cette photo est absolument glaçante. Ouais. Enfin bon, la façon dont LFI, ils ont raison hein, de proposer la commission d'enquête, etc. Mais vraiment, il faut vous rendre compte que vous allumez n'importe quelle télé, vous regardez n'importe quelle émission qui parle de Epstein et tout, c'est toujours genre 5% de la gravité de ce qui a vraiment eu lieu qui vous est présenté. La réalité est genre 100 000 fois pire que tout ce que vous entendez à la télé. Allez voir par vous-même si vous avez le courage. Allez voir les Epstein Files vous-même. Hein, c'est accessible sur le site. Il y a plein de photos. C'est de la pure dystopie. C'est de la pure dépression de lire ça. Mais c'est le monde dans lequel on vit, les gens. Le monde est en grande partie contrôlé, gouverné par des et tortureurs d'enfants. En 2022, le gouvernement américain a intenté un procès à la banque JP Morgan Chase, l'accusant d'avoir facilité, soutenu et dissimulé le réseau de trafic d'êtres humains exploité par Jeffrey Epstein. Une action collective annexe alléguait que la banque avait aidé à structurer les retraits d'importantes sommes d'argent liquide effectués par Epstein. Mais ça peut changer, BPT, oui, on peut changer le monde. C'est le monde actuel. Mais pour le changer, il faut déjà le décrire tel qu'il est. Jeffrey Epstein, témoignage exclusif d'une Française qui raconte l'emprise qu'exerçait le financier sur elle. Témoignage exclusif, celui d'une victime de Jeffrey Epstein, Émilie Paillet, a été en relation pendant 3 ans avec le criminel sexuel entre 2010 et 2013. Il essayait de rentrer de plus en plus dans ma tête pour réussir à m'utiliser. Aujourd'hui âgée d'une 30aine d'années, Émilie Paillet affirme avoir rencontré Epstein en 2010 à l'âge de 19 ans alors qu'elle était persuadée d'avoir affaire à un homme prêt à l'aider dans sa carrière artistique. Il a dit qu'il allait, genre juste 2010, on savait, tout le monde savait déjà, enfin tout le monde qui tapait son nom dans Google savait déjà que le mec était un... Et il y a eu une grosse opération de blanchiment de sa réputation après sa première condamnation, qui était 10 fois inférieure à ce qu'elle aurait dû être. Il a dit qu'il allait m'aider, qu'il allait trouver des contrats, des jobs. Il a dit qu'il allait me présenter Woody Allen. Waouh, super. Jeffrey Epstein lui promet des opportunités mais pose une condition. Il faut qu'on reste en contact et qu'on se donne des nouvelles régulièrement. Relation d'emprise, etc. C'est en 2013 que Epstein lui présente un producteur américain. Lors de leur rencontre à New York, le malaise se répète. Le mec m'a demandé ce que je voulais faire dans ma vie. Je lui ai raconté mes projets. Je voyais bien qu'il me regardait parler, mais qu'il ne m'écoutait pas vraiment. L'homme l'invite chez lui. On arrive au dernier étage avec vue sur tout New York. C'était très impressionnant. Très vite, la situation bascule. On se met sur un canapé en cuir, un écran descend, et là, il me montre une course de quad. Je ne voyais pas trop ce que j'avais à voir dans cette histoire. Et il commence à mettre sa main à l'intérieur de mes cuisses. Voilà, les gens. Et ça, c'est genre le truc... C'est un truc horrible, mais c'est un des trucs les moins graves qu'Epstein a fait dans sa vie. Une agression sexuelle sur une jeune femme. Il commence à mettre sa main à l'intérieur de ma cuisse. Je balance sa main et je dis non. La réaction de l'homme la glace. Il me dit « You are a very smart girl ». J'ai couru, j'ai foncé dans l'ascenseur. Je ne sais même pas comment je suis rentré chez moi, raconte-t-elle. Le lendemain, elle reçoit un appel de Jeffrey Epstein. Il m'a insulté. Il m'a dit que j'étais vraiment trop que j'allais jamais rien faire dans ma vie et que c'est comme ça que ça marchait et pas autrement. Aujourd'hui, elle relativise sans minimiser par rapport à ce que d'autres filles ont pu vivre. Ce n'était pas grand-chose. On parle d'Epstein ou de Legrand, je suis perdu, ouais. C'est comme si tout ça était un problème systémique et qu'on vivait dans une société patriarcale. Le suicide en 2022 de l'agent de mannequin Jean-Luc Brunel au cœur de l'affaire Epstein a éteint le volet pénal français. Mais 2 femmes qui l'accusent de viol ont engagé une action au civil contre ses héritiers pour obtenir la reconnaissance du préjudice. Enfin, les gens, il y a littéralement des centaines, voire des milliers de victimes de toute cette clique. Hein. Vraiment, ce que raconte... LFI dessus, ils ont absolument raison de faire la commission d'enquête, mais genre c'est vraiment light. Hein. Je veux dire 2 choses, parce que parfois quand on dit ça, on me dit le minimum, quoi. Le complotisme. Si on veut éviter qu'il y ait du complotisme, il faut avoir des procédures qui permettent de faire la vérité. Et puis deuxième chose, là où je mets en garde, je lis sur les réseaux sociaux des commentaires antisémites, type avec des formules issues d'une vision de la société du type le complot. Hein, vous voyez ce que je veux dire De quoi, le complot judéo-maçonnique? Voilà, des gens qui disent des choses comme ça. Donc je leur dis attention, pas ça. Pas ça. On peut faire la vérité sur... Ouais, tiens, d'ailleurs, c'est bizarre, hein. LFI, tous les médias mainstream vous ont raconté que c'était les plus gros antisémites du monde. Tu vois, parce que pour eux, massacrer les enfants palestiniens, bah, ils sont pas fans de ça, contrairement à tout le reste de la classe politique française, qui se là-dessus, apparemment. Donc LFI, eux,
ont été traités d'antisémites depuis le 7 octobre 2023 par 100% de la presse mainstream française, 100% de la droite et de l'extrême droite. Et là, bizarrement, quand il y a les dossiers Epstein qui sortent et qui commencent à être discutés un minimum en France, et que vous avez tous les vrais antisémites du coup qui sortent du bois pour dire regardez, telle personne dans ce truc-là était une personne juive, regardez, et qui évidemment relie ça enfin avec tous les, il y a des liens évidemment avérés avec Israël et toute la classe dirigeante israélienne, avec diverses personnes d'extrême droite israélienne et Epstein, etc. Enfin, c'est absolument attendu dans ce genre de truc. Cette élite mondiale de gigamilliardaires sont souvent liés avec les intérêts de l'impérialisme américain, Israël étant totalement un de ces acteurs-là qui permet l'impérialisme américain au Moyen-Orient, tout ça. Bref, donc bien sûr, il y a des liens avec des gens israéliens, enfin aussi des liens avec des gens français, aussi des liens avec des gens au Royaume-Uni, en Russie, en Russie post-soviétique, bref, tout ça. Et donc là, vous avez les plus gros antisémites de France qui sortent du bois et qui vont poster « Regardez, on avait raison, tout ça est la faute des Juifs » ou je ne sais quoi. Donc... Et bizarrement, les gens qui sont antisémites comme réponse à l'affaire Epstein et qui interprètent ça avec une théorie du complot antisémite, c'est pas la France insoumise, c'est pas la gauche. Bizarrement, la gauche n'utilise pas cet angle-là pour parler d'Epstein, ne part pas dans les théories antisémites. On nous aurait menti, en fait. Ah mince, LFI sont pas antisémites, mais c'est trop bizarre, en fait. Et LFI sont ceux qui, sur un plateau télé, rappellent qu'il ne faut pas tomber dans une théorie du complot antisémite sur l'affaire Epstein, parce que, déjà, c'est littéralement protéger tous ces gens, parce qu'ils adorent quand les gens deviennent antisémites. C'est parfait pour eux. Genre, ne remettez surtout pas en question le système capitaliste, remettez surtout pas en question le fait que des gens peuvent être des gigamilliardaires au-dessus de toutes les lois et posséder des îles privées où ils torturent des enfants. Non. Dites que c'est juste la faute de Satan, la faute de forces maléfiques surnaturelles sur lesquelles on ne peut pas agir. Dites que c'est un complot des Juifs ou je ne sais quel. Et en fait, vous protégez le statu quo. Hein. Ils adorent que vous pensiez ça, les petits nazillons là sur Twitter et tout. Ok ? Et les gens qui rappellent ça, c'est concrètement la France insoumise, comme par hasard. Ils ont parlé d'Epstein dans l'interview, je suis parti 40 minutes et je suis perdu. Oui, ils ont parlé d'Epstein, sinon ce serait un peu bizarre qu'on apporte ce sujet, alors qu'on réacte à cette interview. Ça, donc je leur dis, attention, pas ça. On peut faire la vérité sur ce qui s'est passé, mais c'est pas en raison de la confession ou de l'origine d'une personne. Je pense que c'est important de le dire, Madame de Malherbe. Moi, j'ai pas vu, je vois des commentaires sur les réseaux sociaux. Sur les fils que vous suivez. Non, pas sur les fils que moi je suis. Enfin, si vous ignorez qu'il y a... Cette personne est juste maléfique à un point. Genre, Apolline de Malherbe entend Bompard en train de dénoncer les interprétations antisémites suite aux révélations Epstein, et c'est genre c'est peut-être sur vos fils d'actualité, c'est parce que vous suivez ces gens antisémites. Comment vous pouvez les voir du contenu antisémite sur les réseaux sociaux si vous les suivez pas? Donc en fait, c'est vos fils. Là, elle a vraiment l'expression parfaite pour ce truc qu'elle vient de dire là. C'est le sourire horrible autour de ces révélations de documents. Genre, c'est vraiment elle fait ce gotcha hyper malhonnête, elle fait son petit sourire et là, genre, elle se reprend, genre, oula, attends, je suis en train de trop donner l'impression que je suis complètement diabolique. Faut peut-être que je change mon expression faciale. BPT, il a même eu peur d'amener le sujet tellement il sait que c'est miné. Ouais, c'est vraiment genre, les propagandistes de droite entendent la gauche qui dénonce l'antisémitisme. Ah, vous le dénoncez, ça veut dire que dans vos sphères, il y a de l'antisémitisme. Donc vous êtes antisémite parce que vous le dénoncez. Les fils que moi je suis, enfin si vous ignorez qu'il y a autour de ces révélations de documents de l'affaire Epstein des gens qui en profitent pour faire valoir une vision de la société antisémite, c'est qu'on n'a pas regardé la même chose. Donc je me permets de mettre en garde sur ce sujet, ça me paraît important de le faire. Tout à fait, Manuel Bompard. Les municipales. Oh, la pire personne. Disiez, alors, quand on interroge les Français, leur priorité, désormais, c'était jusqu'à présent le pouvoir d'achat, c'est désormais la sécurité. Le pire, c'est que si Bompard n'avait pas dit attention à tout l'antisémitisme en train de circuler suite aux Epstein Files, Apolline de Malherbe aurait pu l'accuser de dire vous ne dites rien. Vous ne dites rien sur ce qui est en train de se passer. Bah, sur quoi, Madame de Malherbe? Bah, sur tout l'antisémitisme débridé qui se déploie suite à cette affaire Epstein. LFI ne s'est pas encore exprimé là-dessus. Comment ça se fait après les propos ambigus de Jean-Luc Mélenchon, antisémite, après l'affiche Hanouna qui était de l'antisémitisme avéré, bien sûr?
Genre, la gauche de rupture ne peut jamais gagner avec des gens comme ça, et parce que tout ça est fait pour vous propagander et vous faire détester des gens qui concrètement défendent juste vos intérêts matériels. Vous savez très bien que ça aurait été ça si Bompard avait pas abordé spontanément ce sujet-là. Sur ce point-là, qu'est-ce que vos candidats apportent comme réponse? Alors, quand on interroge les Français, leur priorité, désormais, c'était jusqu'à présent le pouvoir d'achat, c'est désormais la sécurité. Sur ce point-là, qu'est-ce que... Pardon. Ça fait 15 ans que j'entends ça, donc un peu compliqué. Vos candidats apportent comme réponse? Une rupture avec la doctrine qui est celle qui est à l'œuvre aujourd'hui dans l'essentiel des communes et qui ne fonctionne pas. Madame de Malherbe, est-ce que vous savez quelles sont les 2 villes qui sont les plus vidéosurveillées en France? Je vais vous répondre. Je crois qu'il y a Nice. C'est Nice la première et c'est Nîmes la deuxième. À Nice, il y a eu ces dernières années une augmentation de 70% des délits liés au trafic de drogue. C'est à peu près dans les mêmes proportions à Nîmes. Donc moi, je veux bien qu'on me fasse croire que ce sont ces recettes-là qui fonctionnent, mais je le pense pas du tout. Donc, nous, ce que nous défendons, c'est évidemment qu'il faut prendre en compte cette question de la sécurité. Non, je dis pas de vidéosurveillance, ça veut dire on fait un moratoire et on met les moyens dans de la présence humaine, dans des effectifs de prévention, dans des effectifs qui garantissent la tranquillité publique. À chaque fois que vous mettez 4 caméras, vous pouvez mettre un effectif humain. Et ben moi, je préfère mettre un effectif humain. Et j'assume sur ce sujet d'être en rupture avec les positions qui sont défendues par un certain nombre de municipalités. Pas pour des raisons idéologiques, mais parce que ça ne fonctionne pas. Totalement votre point de vue lorsqu'ils ont été élus, je pense au maire de Bordeaux ou au maire de Lyon, ont aujourd'hui évolué sur cette question-là. Eh ben, je pense qu'ils se trompent. Je pense qu'ils font une erreur et une maladresse. Alors évidemment, il faut pas faire n'importe quoi. Je vous dis pas qu'au lendemain, vous allez tout supprimer. Mais il faut faire monter en puissance un travail de prévention, un travail de tranquillité, un travail de présence sur le terrain, faire en sorte que dans nos 4 caméras égale un humain, c'est puissant comme image. C'est un peu ouf quand même. Payer une personne à temps plein pour s'occuper concrètement des problèmes sur le terrain, c'est... Genre, il suffit de 4 caméras déployées pour faire le coût équivalent de ça. Les caméras coûtent un prix de dingue. Comment ça peut coûter aussi cher? Ah oui, pardon, parce que c'est des partenariats publics-privés avec des boîtes privées de sécurité qui surfacturent complètement le public et en fait, la boîte appartient au cousin du mec en place dans la municipalité qui... Ouais, ok. quartiers, dans toutes nos villes, il y ait des services publics, il y ait des commerces, qu'il y ait de la vie. C'est comme ça qu'on garantit la sécurité et la tranquillité publique. Et donc, nous, on assume d'avoir une vision qui est une vision différente de celle des autres, mais je pense qu'elle serait plus efficace. À partir de quelle nuance de couleur de peau, noire ou marron, ou de je ne sais quelle couleur, vous considérez que c'est OK d'être élu? What the fuck? La tranquillité publique. Et donc, nous, on assume d'avoir une vision qui est une vision différente de celle des autres, mais je pense qu'elle serait plus efficace. À partir de quelle nuance de couleur de peau, noire ou marron, ou de je ne sais quelle couleur, vous considérez que c'est OK d'être élu? Ce pays est tellement finito, les gens. Qu'est-ce que c'est que cette folie? Premier degré, là, on est là-dessus, là. Premier degré. Là, si Bompard pète pas un câble complètement contre Apolline de Malherbe et contre cette chaîne de... Il y a un problème, hein. Faut pas rester calme après une question de malade comme ça, hein. Noir ou marron, ou de je ne sais quelle couleur... Genre là, ouais, là, non mais là, quitter le plateau serait légitime, hein. Là, quitter le plateau serait légitime. Faut la traiter de raciste, en tout cas, instantanément. Vous considérez que c'est OK d'être élu? Quelle que soit sa couleur de peau, c'est OK d'être élu? Je comprends pas pourquoi vous posez cette question. Je pose cette question parce que j'ai lu... Non mais là, là, Bompard, il est trop calme, là. Là, c'est trop calme, là, hein, les gens. Désolé, tu peux pas normaliser, genre, tu peux pas normaliser de la folie de cette question, genre. BPT, quitter le plateau est la seule chose à faire à ce stade. Ouais, non, là, il faut vraiment quitter le plateau, là. Là, c'est... Les propos de différents candidats, oui. La France Insoumise, qui disent qu'il faut élire un racisé parce qu'il... Oh mon Dieu. Il faut désormais représenter le réel peuple de France qui doit reprendre le pouvoir. Je lis les propos de Daniel Obono qui dit à propos de la fête de l'UMA que c'est une fête de blancs et que d'ailleurs finalement ça ressemble à des enfants. Attends, mais du coup, rien de ce qu'elle est en train de dire n'a de rapport avec la question qu'elle a posée. Elle a demandé à partir de quelle couleur de peau on a le droit d'être élu. Et maintenant, elle cite un propos de Obono où elle dit il y a une surreprésentation des personnes racisées blanches dans tel événement, dans tel milieu. Ce qui est genre objectivement vrai, et Daniel Obono a raison de le dire. Ah, c'est bizarre en fait, tout ça était juste une propagande de Apolline de Malherbe. Ça y est, il capte 20 secondes après. Non, je pense que Bompard a capté, mais c'est
En fait, moi, je suis pour que les gens se pètent un câble beaucoup plus dans les médias et s'insurgent contre les sous-entendus qui sont faits en face, parce que c'est le niveau de racisme décomplexé. Je sais pas, tu peux pas rester calme face à ça, en fait. Les gens veulent que... Les gens sont énervés par ces questions horribles et veulent que leur colère soit représentée aussi sur le plateau, quoi. Donc les gens, globalement, l'objectif des racistes est que les personnes non blanches n'accèdent à aucun poste de pouvoir jamais et restent complètement sous-représentées dans chaque poste de pouvoir en France, comme c'est le cas actuellement. Et donc, dès que quelqu'un fait la remarque de « Attendez, mais il y a peut-être un peu de racisme systémique en France, non ? Pourquoi est-ce que, globalement, dans la population, le nombre de personnes non blanches, c'est de X%, et quand on regarde genre, tous les postes de pouvoir officiels de l'État, dans l'Assemblée nationale, dans le gouvernement, dans les postes clés au niveau local, dans les régions, dans les trucs, bizarrement, il y a une massive surreprésentation des personnes racisées blanches. Bref, on va pas ressortir toute l'infinité de stats qui prouvent qu'il y a un racisme systémique en France, d'accord ? Vous avez les contrôles faciès de la police, ou quand vous êtes perçu comme noir ou arabe, vous avez littéralement entre 10 et 20 fois plus de chances de vous faire contrôler, toutes choses égales par ailleurs. Pareil pour la discrimination au logement, il y a évidemment une discrimination raciste. Pareil pour la discrimination au travail, dans les embauches, il y a eu des testings envoyés dans les entreprises en masse où on changeait juste sur le CV le nom, le prénom de la personne et la photo utilisée. Toutes les compétences restaient les mêmes, tout l'historique de travail restait les mêmes. Et comme par hasard, quand t'es blanc, t'as beaucoup plus de chances d'avoir le poste, alors que tout est pareil. Évidemment que la France est un pays systémiquement raciste. 100% des études et des données qui essayent de mesurer est-ce que c'est le cas ou non prouvent qu'en fait c'est le cas. Il n'y a rien qui prouve que ce n'est pas le cas. Il n'y a jamais aucune donnée qui va dans le sens de prouver qu'il n'y a pas de racisme systémique. Et donc, les gens comme Daniel Obono, les gens globalement de la gauche, sont contre le racisme systémique, veulent changer cette situation de fait. Et pour le changer, il faut bien lutter pour qu'il y ait de la représentativité des personnes racisées non blanches dans les postes de pouvoir. C'est un des axes de lutte. Et évidemment, les représentants du statu quo raciste et du statu quo suprémaciste blanc comme Apolline de Malherbe veulent retourner ça et dépeindre les gens qui protestent contre le racisme systémique comme eux-mêmes étant des racistes parce que voulant discriminer, voulant parler des races. Enfin, on est littéralement sur les take colorblind de la droite il y avait 10 ans, mais là, c'est encore ça. Enfin, il n'y a rien qui change, en fait. Eux sont constamment en train de bouger le curseur vers la droite, constamment. Ils veulent surtout pas qu'on évoque le racisme systémique. Encore aujourd'hui, ils ont un problème avec le fait qu'on évoque cette question. Fille de la France, que c'est une fête de blancs et que d'ailleurs, finalement... Elle va sortir le racisme anti-blanc, en fait. Non, mais c'est ça qu'elle est en train de dire. Elle est en train de dire LFI fait du racisme anti-blanc. Parce que LFI voit les races et dit que peut-être avoir 99,9% de blancs dans une situation ou une instance de pouvoir ou un événement ou un truc comme ça, peut-être ça pose question, genre. Alors qu'il n'y a pas 99,9% de blancs en France. Ça ressemble à des amphis de la France insoumise et ça lui fait honte. Écoutez. La politique en France, c'est un truc de blanc. Qui est surpris ? Non, c'est pas un truc de blanc. Dites pas ça, les gens. Vous êtes vous-même en train de créer la norme. C'est pas censé être un truc de blanc. Actuellement, il y a une surreprésentation et ça doit changer. Finalement, c'est pire que ça. Elle fait croire que LFI fait de la politique au faciès en présentant des candidats noirs. Non, mais c'est juste... Ces gens détestent les noirs et les arabes et toute personne non blanche et veulent qu'ils restent bien à leur place et qu'ils aillent surtout pas se présenter dans un sens politique. Du coup, il faut faire tout le contraire. Ils ont le seum, les gens. LFI est un des seuls partis en France qui lutte réellement contre le racisme systémique et qui présente des candidatures qui sont pas des personnes typiquement trouvées en politique selon les normes du statu quo. Et ça fait le seum à toute la classe des médias dominants, toute la droite, toute l'extrême droite, à 3000%, qui redouble en face de racisme et d'attaques sur eux. Il n'y a qu'à voir Ali Diawara, il n'y a qu'à voir Daniel Obono, évidemment, qui est constamment attaqué de façon raciste, Rima Hassan, etc., etc., etc. La liste est longue, est tellement longue que je ne pourrais pas, ça prendrait tout un stream de tout lister. Ok pour les lieux de pouvoir, par contre, la fête de l'humain, quelle pertinence d'en parler ? Je sais pas, c'est de la fête de l'humain, non ? Ressemble à des amphis de la France insoumise et ça lui fait honte. Écoutez, Apolline de Malherbe, il y a une question qui nous est posée. Est-ce qu'on considère aujourd'hui que notre classe politique, elle est représentative de la population française dans toutes ses dimensions ? Ses dimensions sociales, ses dimensions de genre, ses dimensions d'origine. Est-ce qu'on considère ça ? Je pense pas. Quand vous savez que, de mémoire, il y a à peu près 80% des maires en France qui sont des hommes et seulement 20% qui sont des femmes, alors que
50% de la population Pardon, Manuel sont des Bompard. femmes. Attendez. Mais de Je vais quelle aller- couleur êtes-vous? Mais moi, je suis blanc, il n'y a pas de blanc Et vous de êtes couleur le de peau. patron de la France Insoumise. Mais- Ah, je sais pas si Bompard aurait dû laisser le sujet être changé à ce moment-là. Bompard était en train de faire une masterclass en citant la représentation de genre entre les hommes et les femmes dans les mers. Genre, c'était parfait, il fallait rester là-dessus. Parce que là, du coup, tu dois faire admettre... Là, Apolline de Malherbe va probablement admettre qu'en effet, il y a un problème de représentation. Et du coup, pourquoi le raisonnement serait différent sur les races sociales, du coup? Là, elle pose sa question pour faire diversion parce que elle allait perdre le débat là-dessus. Et vous, Manuel Bompard, de quelle couleur êtes-vous? Ah bon, vous êtes blanc, mais donc il y a des races biologiques. Et là, il faut pas rentrer là-dedans. Faut d'abord la débattre sur le premier sujet. Et après, tu peux sur le deuxième sujet aussi, mais... Je vais Quelle aller... couleur êtes-vous? Bompard fait aucun effort, il pourrait juste changer de couleur de peau quand même, ouais. C'est fou, quoi. C'est fou d'être blanc en 2026. qui sont des femmes, alors que 50% de la population Pardon, Manuel sont des Bompard. femmes. Attendez. Mais de Je vais quelle aller- Bompard aurait dû dire je suis une femme noire. Vous êtes de quelle couleur? Je suis noire, madame. couleur êtes-vous? Mais moi, je suis blanc, il n'y a pas de blanc Et vous de êtes couleur le de peau. patron de la France Insoumise. Mais- Avez-vous déjà songé à laisser votre place? Mais attendez, Apolline de Malherbe, s'il vous plaît, je vais vous dire les choses Non, très mais je simples. vous pose la question. Est-ce Mais- que vous mais- avez, lorsque vous avez lu ça, Franchement, est-ce vous que devriez êtes pas dit, venir. Bon. Vous devriez pas négliger un problème qui pose un je problème. ne néglige pas ce problème. Un Je problème me de dis rapport politique. que Moi, la question qui est posée, c'est pas de remplacer des gens. La couleur de peau qui justifie, Mais c'est pas la couleur de effectivement, peau qui qui est justifie. aujourd'hui l'argument principal pour faire C'est tellement ce qu'est en train de faire Apolline de Malherbe. Donc évidemment, le problème est un problème de représentativité. Et donc c'est un problème statistique, d'accord? Pareil pour... Si jamais tu dénonces le fait qu'il y a 80% des maires qui sont des hommes dans un pays où il y a 50% d'hommes, 50% de femmes, donc pourquoi ce serait non représentatif? Il y a un problème, il y a un biais patriarcal dans le système, puisqu'il n'y a aucune autre façon d'expliquer que l'issue du système, ça soit 80-20 la distribution. Donc si tu dénonces ce problème, est-ce qu'il faut être une femme pour le dénoncer? À aucun moment, il faut être une femme, d'accord? Ça, c'est juste de lead poll basique, et c'est une stratégie CIA, de dire tu dois toi-même faire partie de la fraction des personnes sous-représentées pour le dénoncer. Et la droite a vraiment envie que la gauche tombe là-dedans et dise oui, en effet, si je ne suis pas une des personnes concernées par ces discriminations systémiques, je ne dois pas en parler, puisqu'évidemment, vu que c'est un système de base biaisé et qu'il y a une surreprésentation des hommes, une surreprésentation des blancs, etc., et bah, si tu empêches toute personne qui est homme et toute personne qui est blanc de dénoncer le patriarcat ou de dénoncer le racisme systémique, et bah, c'est un énorme avantage donné à la droite et à l'extrême droite et au statu quo, puisque du coup, les gens qui actuellement ont la parole, qui portent le plus et sont dans les postes de pouvoir le plus, sont interdits de dénoncer les discriminations. Donc déjà, ça, bravo, du coup, on va vraiment lutter efficacement contre les discriminations si on parle là-dessus. Donc la droite adorerait que la gauche fasse ça, d'accord? Ils veulent ça. Donc il faut absolument pas tomber là-dedans. Et de toute façon, c'est un sophisme de base de dire une personne a tort parce que la personne est comme ci ou comme ça. C'est littéralement une attaque ad hominem. C'est juste un sophisme, c'est le sophisme le plus basique et le plus stupide. Ce que Manuel Bompard est en train de dire est vrai objectivement et c'est une cause politique totalement légitime et même centrale à défendre. Peu importe qui est la personne qui la défend en fait. Ce qui compte, c'est les idées. Ce qui compte, c'est la proposition politique, c'est la position. C'est pas la personne. Donc bref, on est sur un mélange complètement de propagande. Tu dénonces le racisme alors que tu es blanc. C'est tout, c'est pas des démons. Réponse classique à ça, c'est de dire depuis quand la norme c'est profite et tais-toi. Ouais, ça c'est une excellente réponse. Ouais, ça rhétoriquement c'est très très bien ça. Ouais. élire un maire ou un député ou quoi, je m'inquiéterais à votre place. Ouais, moi je m'inquiéterais à votre place si vous avez compris ça de mon discours, parce que je crois non, que non, juste pas du vôtre, mais d'un certain nombre de... Et du coup, voilà, ce que je voulais dire, c'est ça n'est jamais une solution à un problème systémique de faire une solution individuelle. C'est-à-dire, si Manuel Bompard, il part et il laisse sa place à une femme, on n'a pas réglé le problème de la sous-représentation des femmes en politique, d'accord? Genre, c'est pas comme ça qu'on solutionne le problème. Et encore une fois, ça va être le truc où la gauche on va faire cette injonction-là à la gauche, et la droite, eux, vont être 1000 fois pires sur le sujet, 1000 fois plus patriarcaux, 1000 fois plus racistes, 1000 fois moins représentants des populations, des personnes racisées non blanches, etc., etc. Et on va jamais rien dire là-dessus. Enfin bref, c'est évidemment malhonnête. Évidemment malhonnête. Voilà, Bompard a trop tardé pour dire ça, ouais. Mais peut-être il faut régler le problème à la source, ouais.
de vos membres. Du nôtre, parce que je crois que depuis tout à l'heure, on a parlé de fond. Donc c'est d'abord, quand on vote aux élections municipales, on vote d'abord pour un programme, pour des propositions. Ensuite, avoir comme souci et comme préoccupation, et oui, moi j'ai ce souci et cette préoccupation, de faire en sorte que nos élus soient davantage représentatifs de la population. Attends, 40 ans de militantisme, rédac chef à la retraite. Je vote LFI et on me dit va voir Bad Mulch, il est bien. Ban au premier poste sans chercher à approfondir. Je vais pas dire que je suis déçu, je vais juste vous souhaiter une bonne continuation. C'est quoi le premier poste ? Le jour où les Américains se rendront compte que les républicains et les démocrates sont que les deux faces d'une même médaille. D'accord, ta position est éclatée au sol là-dessus. Mettre une équivalence entre les plus gros fascistes de tous les temps, qui est Trump et son administration, qui sont en train de massacrer les citoyens américains en pleine rue par 18 balles dans la tête, mettre une équivalence entre ça et des démocrates, t'es en train de faire l'équivalent d'une propagande d'extrême droite, puisque tu mets sur un pied d'égalité deux choses qui sont pas du tout comparables, il y a une chose pire que l'autre. Est-ce qu'ici on défend la politique de Biden, la politique de l'aile droite des démocrates ? Évidemment que non. On est opposé, on critique leur soutien au génocide des Palestiniens, on est d'accord sur tous ces sujets-là. Par contre, ce que tu as dit là est littéralement favorable à l'arrivée au pouvoir de Trump. Donc oui, bien sûr, on te banne du chat et bonne continuation. Et le fait d'avoir milité pendant 40 ans, d'avoir été rédacteur en chef ou voté pour tel parti ou je ne sais quel camp, n'est pas un passe-droit pour littéralement légitimer le vote pour l'extrême droite ou le vote pour l'abstention, qui est littéralement un choix pro-extrême droite dans mon chat. D'accord ? Française, je vois pas pourquoi ça devrait déclencher des cris d'orfraie. Vous êtes élu de Marseille. Oui, je suis élu de Marseille. Et moi, je suis très fier. Vous êtes élu de Marseille, oui. Vous êtes né, je crois, dans la Loire, oui. Vous avez grandi dans la Drôme. Oui. Quelle est votre légitimité en termes de... Je suis absolument pas l'extrême droite. Est-ce que tu as écouté ce que je dis ? J'ai pas été d'extrême droite. Juste, sois capable de te remettre en question. C'est pas parce que tu as fait 40 ans de militantisme que tu peux pas faire une erreur et peut-être que sur des trucs, tu peux te remettre en question en fait. C'est pas grave, ok ? Juste écoute ce qu'on dit et c'est pas grave, on va avancer. De représentation, puisque désormais, pour la représentation, il faut venir d'un terreau. Peut-être que j'ai été élu... Ouais, donc ouais, je suis d'accord que Bompard, là, il est un peu trop conciliant, ouais. Après, il a totalement raison, hein. Mais pour la représentation, il faut venir d'un terreau. Peut-être que j'ai été élu la dernière fois en 2024 au premier tour de l'élection législative avec plus de 70% des voix. Peut-être que ça me donne une certaine légitimité, Madame de Malherbe. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, très bien, mais je suis pas en train de vous dire que du jour au lendemain, il va falloir remplacer tous les élus. C'est pas ce que je vous dis. Je vous dis que il me semble que c'est légitime d'avoir une BPT. Si tu pousses dans le dos des gens pour qu'ils prennent les postes et qu'ils finissent par être mal formés, tu risques de donner des stats pour justifier les biais racistes pour régler le problème de la formation. Ouais. Importance particulière qui est attachée, et nous c'est ce qu'on fait à la France Insoumise, je l'assume, à faire en sorte d'essayer de présenter des candidates et des candidats qui soient davantage représentatifs de la population française. C'est philosophique, Manuel Bompard. Oui, moi aussi c'est très philosophique. Tout à fait. Lorsque Rima Hassan dit cette époque du porte-parole-là est révolue. C'est-à-dire, désormais, vous ne parlerez pas en notre nom, dit-elle. Les porte-paroles ne peuvent plus être des voix et des visages qui ne soient pas incarnés. Encore une fois, je vous pose la question, combien de temps allez-vous rester à la... Le bandeau de Jack Lang ? Waouh. What the fuck ? Non, dit-elle. Les porte-paroles ne peuvent plus être des voix et des visages qui ne soient pas incarné. Encore une fois, je vous pose la question, combien de temps allez-vous rester à la tête de la France Insoumise ? Mais c'est d'abord les militantes et les militants de la France Insoumise, ça qui le décident, mais c'est pas le sujet. Je veux dire, Rima Hassan, elle a pas remis en cause... C'est pas eux qui le décident, parce qu'il se trouve qu'il n'y a pas de vote. Mais si, il y a un vote. Mais bon, on va pas rentrer dans le détail si vous voulez. Mais Rima Hassan, elle a pas remis en cause, par exemple, ma présence. Elle a remis en cause, et elle a remis en cause le fait que la classe politique aujourd'hui est pas suffisamment représentative de la population telle qu'elle est. La question, c'est pouvez-vous parler ? Vous déclenchez, vous voulez faire en sorte qu'il y ait une forme de peur morale sur ce sujet. Non, ce qui m'intéresse, il n'y a pas de problème. Pouvez-vous parler désormais en leur nom ? Mais je Puisque parle... vous considérez... Mais je parle au nom... On va se mettre d'accord. Quoi ? Attends, Apolline de Malherbe est en train de tenter un truc. Pourquoi vous parlez en leur nom, Bompard ? Vous êtes un homme blanc, en fait. Comment vous osez être antiraciste et être contre le patriarcat et dénoncer le racisme systémique et le sexisme systémique en politique ? Comment vous osez faire ça, en fait ? Vous parlez à la place des personnes concernées. C'est une sorte de tentative d'out-wokisme malhonnête. Mais c'est toujours ça qu'ils font. La droite est vraiment prête à faire ces arguments-là. Vous avez entendu quand même que littéralement un des membres de la Gestapo, un des membres de ICE sur le terrain, quand il y a des citoyens qui filment, c'est des gens qui tuent des personnes et qui arrêtent des personnes basées sur la couleur de peau,
qui vont de porte à porte demander s'il n'y a pas des personnes en situation irrégulière ou juste des personnes non blanches pour les arrêter et les emmener dans des camps de torture et des camps de concentration à El Salvador. C'est ça ICE, d'accord? Et ces gens-là, donc la Gestapo, ils voient un citoyen en train de les filmer et de siffler parce qu'ils ont tous des sifflets maintenant pour alerter quand la Gestapo arrive dans leur quartier. Donc ils voient un gars en train de siffler parce que ICE s'approche d'un groupe de personnes non blanches dans un quartier aux US, et l'officier de ICE vient voir le citoyen en train de siffler et d'alerter les gens et lui dit c'est quand même fou de siffler juste parce que tu as vu un groupe de personnes noires. Tu pars du principe que parce que ces personnes sont noires, c'est des personnes en situation irrégulière. C'est un peu raciste de votre part. Depuis qu'on a eu ce clip, les gens, on a littéralement une woke Gestapo, on a une Gestapo woke. Ils sont prêts à tout, ils sont prêts à cyniquement utiliser des trucs qui donnent l'impression qu'ils sont progressistes. Attends, c'est vrai? Oui, c'est un vrai clip, on l'a vu en stream, on l'a regardé en stream ce clip. Ça a vraiment eu lieu. Et là, Apolline de Malherbe nous refait une version de ça, genre, du coup, Bompard parle à la place des personnes concernées. La représentation politique, c'est l'idée justement, précisément, qu'à un moment... Mais les gens, ils l'ont fait à Bernie Sanders, hein. Ils ont l'aile droite des démocrates ont dit de Bernie Sanders que c'était un mâle blanc toxique pendant la campagne 2016 et pendant la campagne 2020. Tous les progressistes qui voulaient faire gagner Bernie Sanders dans la primaire démocrate en 2016 ont été accusés d'être des Bernie bros. Regardez, c'est des Jim bros toxiques. Genre, il y avait le truc avec, je sais pas, Hassan à l'époque, d'autres personnes, des podcasters parce que c'était des hommes. Il y a eu toute une aile réactionnaire des démocrates qui ont cyniquement utilisé des positions qui sont pseudo-progressistes. C'est pas progressiste, c'est pseudo-progressiste pour essayer de discréditer la gauche de rupture américaine, quoi. Je dirais la gauche, hein, parce que bon, est-ce que Bernie Sanders et AOC, c'est vraiment gauche de rupture? J'ai mis beaucoup de doutes là-dessus. Mme Dany, à la limite, peut-être, mais bon. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est le même truc. Là, ils font la même chose en France. Oui. On considère qu'un élu nous représente tous. Oui. Qu'on ait voté pour lui ou pas, Vous avez qu'on tout à partage fait ses raison. idées ou pas. Mais désormais, Moi, la je question, porte la lorsque parole de tous les Sébastien, électrices et les électeurs de ma circonscription. Delogu dit Oui. désormais, il faut élire un racisé parce que le peuple réel de France doit reprendre le pouvoir. Lorsque Daniel Obono dit J'ai compris, la hein, fête vous de pouvez l'humain... refaire les Bah oui, citations. mais c'est la Ils ont tellement le seum, les gens. Ils ont tellement le seum que les personnes racisées non blanches ne restent pas à leur place, voulues par le système raciste. Vous les avez déjà dites une fois. Mais non, mais parce que le problème, c'est que vous prenez des propos, vous les sortez d'un contexte. Non, pas du tout, et parce vous que là, il y en a essayez quand de leur même faire beaucoup, dire autre chose. Attendez, Apolline de Malherbe. Ce que je dis, c'est très simple. Ce que je dis, c'est que nos élus sont pas suffisamment représentatifs de la population et qu'ils doivent l'être davantage. Voilà. Après, moi, quand je suis élu, je porte la parole de l'ensemble des électrices et des électeurs de ma circonscription, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit d'ailleurs, y compris leur opinion Mais politique. qu'est-ce qui est le plus important? Même celles et ceux qui n'ont pas voté pour moi. Ce qu'on est de naissance ou ce que l'on devient? Mais vous pouvez comprendre, vous devez pouvoir comprendre, je pense, que quand on est français, qu'on Doit-on a... être... Franchement, ça me rend furieux qu'il la traite pas de sale raciste. Bah, objectivement, toute sa rhétorique vise à maintenir le statu quo raciste en place. Donc évidemment qu'elle a comme impact de soutenir le racisme quand elle dit ça, oui. réduit à notre, à notre origine, à notre couleur de peau, à notre religion. On n'est pas réduit à ça, mais quand la classe politique apparaît comme étant complètement décalée par rapport à la société dans laquelle on est, je crois en la liberté de penser contre ce que l'on est ou ce que l'on est, évidemment, ou ce qu'étaient nos parents. mais tout à fait, Apolline, mais comprenez aussi qu'il y a toute une... J'avoue que là, Bompard, il aurait pu sortir une grosse tirade sur le racisme systémique, sur la sous-représentation en politique des personnes racisées non blanches et demander à Apolline de Malherbe, mais du coup, comment on règle ce problème sans améliorer la représentativité? Qu'est-ce que vous proposez, vous? Ou alors, vous voulez qu'on le règle pas? Vous voulez qu'on reste dans une société raciste? Apolline? Ouais, il y avait eu l'occasion de sortir une masterclass là-dessus, ouais. Une partie de la population française aujourd'hui qui se sont pas représentées par la classe politique telle qu'elle est aujourd'hui. Et si vous voulez répondre à cette fracture politique et démocratique, vous devez aussi travailler à faire en sorte que la classe politique soit davantage représentative. Par exemple, regardez, il n'y a pas suffisamment d'ouvriers à l'Assemblée nationale, il n'y a pas suffisamment d'employés à l'Assemblée nationale, et pourtant je considère pas qu'un ouvrier va représenter que les ouvriers de sa circonscription. Donc évidemment Monsieur que c'est un sujet, une préoccupation qui est décisive sur une plateforme qui s'appelle la Librairie africaine. J'ai écouté plusieurs de leurs podcasts. Qui, pardon? Et
Et votre monsieur Bilango, qui est l'un de vos députés, qui est lui-même candidat. Oui. Et la librairie africaine avait ensuite, la semaine d'après, invité une femme qui disait... BBT, auriez-vous été contre une femme qui propose aux gens de voter pour elle pour qu'il y ait plus de femmes en politique? Oui, non, ça aurait été masterclass de sortir ça. Ces gens-là qui se prétendent féministes, qui se prétendent progressistes, par exemple, sur la question des droits des femmes, ce qui n'est probablement pas le cas pour Apolline de Malherbe, puisqu'elle attaque la force politique actuellement en France qui lutte pour qu'on améliore la situation au niveau du patriarcat des droits des femmes, qui est la gauche de rupture française, qui est l'ennemi de Apolline de Malherbe, donc j'y crois pas une seule seconde. Par contre, dans le discours, souvent, ils n'arrivent pas à avoir ce genre d'attitude quand on parle du féminisme et quand on parle pas du racisme, d'accord ? Quand c'est pas sur le racisme mais sur le patriarcat, souvent, ils peuvent pas dire ouvertement genre non, ce serait un problème qu'une femme dise ça et tout. Ça veut dire qu'on ramène la personne à qui elle est, on ramène ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, tu sors un truc comme ça. J'avoue que là, ça aurait retourné le cerveau d'Apolline de Malherbe de lui dire ça, ouais. Parce que c'est littéralement le même propos qu'une femme qui arriverait pour dire il n'y a pas assez de femmes en politique. Voilà, moi je serai la première femme dans ce poste depuis 20 ans. C'est pas normal qu'il y ait que des hommes et tout. Et Apolline de Malherbe aurait applaudi ça, tu vois. Donc, ou pas, honnêtement, à ce stade, peut-être que même ça, elle s'opposerait frontalement à ça, je sais pas. Elle était de couleur noire et elle disait faire des bébés avec un blanc. Elle avait ensuite Bilango, qui est l'un de vos députés, qui est lui-même candidat. Oui. Et la librairie africaine avait ensuite, la semaine d'après, invité une femme qui disait, elle était de couleur noire et elle disait faire des bébés avec un blanc, ça fait des métis et au fur et à mesure, ça élimine les noirs. Bon, ça lui posait problème. Franchement, madame de Malherbe, What? On parle de qui? Qui a dit ça? vous n'allez pas m'interroger sur on est allé quelque Non, part mais c'est et une une semaine question plus tard, il y a philosophique. quelqu'un C'est une d'autre. question Parce que, philosophique. Que excusez-moi, pensez-vous mais de je suis à ce votre mot? micro. Avant, vous avez C'est invité une un certain question- nombre d'invités avec C'est qui une ont question tenu des philosophique propos qui parce me que dérangent quand beaucoup. on hein. commence à calculer à partir de quelle couleur de peau on est Mais représentatif... franchement, c'est bizarre que vous disiez ça. Quoi, justement? je vais Je vous- pense au contraire à la liberté. Oui, mais je vais vous dire, par exemple, je pense que vous êtes... Je me permets, hein. Allez-y. Je pense Attends, qui a dit ça? La meuf invitée après Bilongo? Attends, mais c'est quoi le rap? Pourquoi quand ils sortent, ils essaient de faire de la culpabilité par association? Pourquoi c'est jamais une personne qui est du parti dont fait partie Bompard? Pourquoi c'est jamais une personne officielle de LFI? C'est toujours genre, telle personne a parlé avec telle autre personne et cette personne-là avait un chien qui une fois a croisé le chien de la voisine qui, sa nièce, avait dit que, en fait, les blancs, caca. Genre, c'est incroyable. Oh non. Parce que c'est une femme noire. Ah oui, c'est genre, il y a un homme noir qui était en proximité vague avec une autre femme noire. Cette femme noire a dit une take problématique à un moment de sa vie. Et donc, comme toutes les personnes noires pensent un peu pareil quand même, on va dire que c'est la vie de Carlos Martins Bilongo et donc c'est la vie de Bompard. Et voilà, c'est ça, voilà. LFI, raciste anti-blanc. Allez vous faire... que, par exemple, vous trouvez bien qu'il y ait eu la parité en politique et qu'il y ait maintenant d'avoir... À la boulangerie, 3 semaines après ton passage, quelqu'un a tenu un propos discriminant. Comment tu expliques ça? Ouais. davantage de femmes que d'hommes. Et vous auriez pu m'utiliser les mêmes arguments il y a quelques années dans ces débats-là. Quand il y Sachez que avait j'ai que toujours des... été justement pour la liberté de chacun. Oui, mais non, mais en l'occurrence, mais je suis pas c'est pas une, mais c'est pas, non, mais je sais, mais c'est pas une remise en cause de la liberté de chacun. Apolline de Malherbe pour la liberté de chacun, sauf la liberté des personnes non blanches de se présenter à des élections et de se faire élire. De considérer que parfois il y a des mécanismes de domination qui existent dans la société qui font que par exemple les femmes sont moins engagées ou se présentent moins à une élection, que les personnes issues de l'immigration mais la sont question moins, que je vous pose, c'est peuvent moins Désolé, je vais faire une critique constructive. J'aime vraiment pas l'idée de personnes issues de l'immigration. Hein. Une personne racisée non blanche n'est pas forcément une personne issue de l'immigration. Et de toute façon, le concept d'être issu de l'immigration est complètement indéfinissable. Par exemple, moi, dans ma vie, jamais personne ne m'a décrit comme étant une personne issue de l'immigration. Ça ne m'est jamais arrivé. Devinez pourquoi? À votre avis? C'est bizarre parce que ma mère, elle est irlandaise, née en Irlande, grandie en Irlande, et c'est une immigrée. Elle a immigré en France. Donc du coup, comment ça marche? Je suis issu de l'immigration, oui ou non? Bah oui, je suis issu de l'immigration. Pourquoi personne m'a jamais dit que j'étais issu de l'immigration? Parce que je suis white. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, faut pas utiliser le mot issu de l'immigration parce qu'on sait pas de quoi on est en train de parler. Une personne peut avoir ses 4 grands-parents nés en France et être racisée noire. Et donc cette personne-là est techniquement moins issue de l'immigration que moi. Sauf que cette personne-là se voit qualifiée d'issue de l'immigration et moi non. Donc ce terme-là, bon bref, je suis sûr que si Bompard, si je disais ça à Bompard, je suis sûr qu'il serait d'accord. Hein. C'est juste un détail sur le langage utilisé quand on parle de... Moi je pense qu'il faut vraiment rester sur le concept de race sociale, de dire tu es perçu comme noir, tu es perçu comme arabe, tu es perçu comme indien, tu es perçu comme
asiatique, tu es perçu comme blanc. Et ça, c'est vraiment le concept il y a une construction sociale de race qui est du pur d'un point de vue biologique, mais qui existe dans nos façons de se traiter les uns les autres, de nous catégoriser à cause du racisme systémique et du restant de racisme scientifique qui a évolué en autre chose. Enfin bon, pas pour tout le monde, il y en a qui sont encore là-dessus, mais... Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je précise juste là-dessus, quoi. Mulch, c'est un exemple d'intégration pour les jeunes. Mais tu vois, les gens pourraient dire ça. Jamais personne n'utilisera ces vocabulaires-là. Évidemment. Mais vous voyez, c'est de la folie. Tout est ouf. Tu t'es assimilé à quel âge, Mulch? Défendant cela, en tirez-vous les conséquences pour vous-même? Mais moi, je trouve que, par exemple, les femmes sont moins engagées ou se présentent moins à une élection que les personnes issues de l'immigration. Moi, je suis non-blanc, mais né dans mon pays. Est-ce que je suis issu de l'immigration? Ça vaut pour combien de générations? Voilà, c'est ça. C'est en plus le truc de issu de l'immigration, mais du coup, si tes parents sont nés en France, si tes grands-parents sont nés en France, on remonte à combien de temps pour dire que tu es issu de l'immigration, quoi? Et concrètement, dans les faits, ce terme-là est utilisé toujours pour qualifier les personnes non blanches et jamais les personnes vues comme blanches. Vous voyez ce que je veux dire? Et la question que je vous pose, c'est qu'en défendant cela, en tirez-vous les conséquences pour vous-même? Mais moi, ça avait été dit de Mbappé alors que ses parents sont français. Exactement, exemple typique. Kylian Mbappé, il est issu de l'immigration. Bah attends quoi, mais mes parents sont français en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis né en France, mes parents sont français. Bah non, c'est littéralement une façon de dire cette personne en fait n'appartient pas à la nation parce que la nation serait définie par le fait d'être racisé blanc. Donc c'est fondamentalement un terme qui véhicule du suprémacisme blanc. On tire les conséquences tous les jours. Vous allez voir pour nos candidates ou nos candidats aux élections municipales où on bien fait sûr, un tous les travail, entiers, bien sûr. et c'est un travail qui se fait de manière consciente et qui remet en cause la liberté de personne pour faire en sorte que nos candidates et nos candidats soient davantage représentatifs de la population. Manuel Bompard, coordinateur Je trouve que de c'est la un bon France débat, c'est un débat Insoumise. intéressant. Et c'est un débat philosophique que je suis très heureuse d'avoir eu avec vous. Et je pense qu'on a pu... Merci Apolline de Malherbe pour cette discussion philosophique de haut vol où on essaie de faire croire que LFI sont les vrais racistes parce qu'ils dénoncent le racisme systémique et la sous-représentation des personnes racisées non blanches en politique. Bravo. Nous avons philosophé, nous avons fait de la philosophie. Bon, c'était une catastrophe cette interview, c'était horrible. Mais Bompard a globalement fait le taf de ouf.